Bonjour à tous. Je pense qu'on est lancé. Vous m'entendez tous? Oui? Hello, hello, hello. Oui. Bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ok, c'est bon. Écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui a pour thème en fait comment accompagner la bonne gestion du cash. Pourquoi ce thème? Tout simplement, nous avons fait un constat en fait sur la situation des entreprises qui se préparent au déconfinement, où le cash sera évidemment le nerf de la guerre. Pour en parler, nous avons avec nous Émeric Dupas. Bonjour Émeric. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Aston ETF qui a été créé en 2010. C'est la première plateforme fintech européenne pour le credit manager digital. Aston ETF, c'est un éditeur logiciel axé sur 3 leviers, un tableau de bord métier, des scorings de comportement de paiement et enfin une automatisation des tâches de recouvrement. Tout à fait. C'est ça. Nous avons aussi Diane Queneau de Saint-Sulpice. Bonjour Diane. Bonjour, bienvenue. Qui est directrice de marché chez Credit Safe France. Credit Safe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe privé indépendant qui s'est lancé en France en 2006. La vocation dès le départ a été de démocratiser l'information financière dans un format convivial, utilisable et compréhensible pour tous. Et aujourd'hui, Credit Safe est implanté dans 14 pays. Alors, sans plus tarder, je me présente aussi, moi je suis coach commercial en fait chez Credit Safe, mais sans plus tarder, en fait, je voulais intervenir en fait sur le constat que l'on a fait sur cette problématique et je laisse Émeric nous en parler. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que 55% des dirigeants de PME craignent pour la survie de leur entreprise dans la traversée de cette crise à la fois sanitaire et économique. Et finalement, quand on échange avec les dirigeants de PME, avec les banques, les assureurs crédits, les factors, etc., on se rend compte de quoi? On se rend compte que, le cash et la trésorerie va être l'élément principal de survie à la crise. Et la capacité, en fait, à maîtriser et à anticiper la trésorerie. Le deuxième point, c'est que finalement, on voit bien que les financeurs ne vont sauver, entre guillemets, et ne vont continuer à financer ou proposer de nouveaux financements qu'aux entreprises qui vont démontrer leur capacité à maîtriser leur trésorerie et à maîtriser leur poste client. Et tout ça, en fait, se fait dans le cadre d'une chaîne de confiance entre les financeurs, les clients et les fournisseurs, où on voit bien que chaque élément de dysfonctionnement impacte la chaîne complète. D'accord. Et donc, du coup, Diane, est-ce que cette crise aura des impacts sur la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui? Est-ce que vous avez... Alors, effectivement, alors, j'arrive pas à bouger. Voilà. Alors, effectivement, la mondialisation est au cœur du processus et notamment du processus de propagation du virus. Aujourd'hui, si on veut bien comprendre ce qui se passe pour pouvoir justement réagir, s'adapter et surtout s'organiser, planifier une reprise de l'activité et surtout la sécuriser, il est important de comprendre le contexte. Seulement, pour comprendre le contexte, il nous faut des référents. La seule référence que l'on ait d'un point de vue de la crise sanitaire, c'est celle que l'on a connue, enfin en tout cas pas moi, mais en 1919, qui était la grippe espagnole. Et aujourd'hui, le nombre de personnes qui sont confinées aujourd'hui est 2 fois plus élevé que la population mondiale de l'époque. Donc ça donne en fait la mesure et on peut mesurer l'ampleur de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, si on a un autre élément de comparaison, c'est sur la crise financière, parce que les deux nous ont amené, que ce soit la crise sanitaire ou la crise financière, à une crise économique. La crise économique, enfin pour la crise financière, la référence que l'on a, c'est effectivement la crise de 2008, mais à la différence aujourd'hui, c'est que les institutions financières et notamment les banques centrales ont réagi très rapidement et elles ont injecté massivement des liquidités sur le marché. Alors, elles peuvent utiliser différents mécanismes financiers pour régler cette crise financière. Aujourd'hui, elles ont utilisé un,
Parmi d'autres qui ont été soulevés, c'était le fait de pouvoir éventuellement fermer les places boursières. Ça n'a pas été fait, mais ça a été évoqué. Et l'autre point qui reste encore à se décider, notamment sur l'Eurogroupe, c'est de savoir si ils mutualisent la dette, voire ils annulent la dette des pays les plus endettés. Mais en tout cas, la crise financière, on ne peut pas dire qu'elle soit derrière nous, mais elle est plus ou moins contenue. Aujourd'hui, il est important de se focaliser sur cette crise économique. Alors, en revanche, la mondialisation, elle a mis en avant un point très important qui va être important, je pense, et qui va jouer un rôle dans la reprise de l'activité des entreprises, c'est qu'elle a mis en avant cette interdépendance excessive de certains marchés, et notamment des marchés stratégiques, type le numérique, la technologie et le pharmaceutique. Alors, si on veut comprendre sur la crise sanitaire et ce qui s'est passé et comment ils l'ont géré, il faut se reporter dans la gestion des hôpitaux tels qu'on a pu le voir au mois de mars. Ce qu'il en ressort de ce diagnostic, c'est qu'il y a eu un délai de réaction trop long, qu'ils n'ont pas pu faire face à une capacité de production par un manque justement de matériel, que le département dédié à une gestion de crise s'est mis en place tardivement et qu'il n'avait pas déployé d'applicatifs de gestion et de partage d'informations. Ces 4 points, si on les prend et qu'on les analyse et qu'on les reporte à l'échelle de l'entreprise, ça donne déjà des pistes aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise pour mettre en place un certain nombre de mesures complémentaires, évidemment, aux mesures gouvernementales qui ont été mises en place pour financer la période de confinement et la période de reprise. Oui. Voilà. Et effectivement, maintenant, toute la question est pour les entreprises sur notre marché est de savoir quelles vont être les conséquences dramatiques des effets cumulatifs des différentes crises. Oui. Voilà. Excuse-moi, Thierry. Je crois qu'on a perdu Émeric, mais je pense qu'il va nous rejoindre bientôt. Les aléas, du direct, oui. de la connexion. Du coup, effectivement, les entreprises vont en fait naviguer autour de cette échelle des différentes crises. On voit bien, bon, la crise sanitaire, on vient de l'évoquer, la crise économique et financière, se profile, mais elle était déjà présente avant le confinement, une crise sociale, une crise humanitaire. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre pour ne pas être pris au dépourvu plus tard. On peut comprendre tout à fait que les pays sous-développés ayant moins de moyens à faire face et compte tenu dans les pays développés, qu'effectivement une crise humanitaire est latente. Et puis on a surtout une crise aujourd'hui de la souveraineté et de la représentation, c'est-à-dire ici c'est bien comprendre quels vont être les échanges internationaux et quel vont être le pouvoir des dirigeants à justement négocier et pouvoir remettre en route ces échanges et cette mondialisation. Mais on peut tout à fait envisager que dans ce contexte, une relocalisation de certaines industries va être fortement privilégiée. Alors, faut-il, du coup, effectivement, pour relancer l'activité. Oui, justement, je me posais la question, justement, comment relancer cette économie et comment privilégier, est-ce qu'il faut privilégier l'offre, est-ce qu'il faut privilégier la demande? Alors, effectivement, les entreprises aujourd'hui, elles vont être face à différentes stratégies et l'important pour elles, c'est surtout de ne pas se tromper parce que la moindre allocation des ressources va être vraiment importante et il n'y aura pas de marge de manœuvre et d'erreur surtout. Donc, on était en période de confinement. Le confinement a impacté différents facteurs, notamment le facteur travail et le facteur capital. Et aujourd'hui, pour relancer l'activité, on peut la relancer. La relance peut se faire par la demande. Évidemment, on peut soutenir la demande et également, elle peut se faire également par l'offre. Alors, les conséquences d'une relance par la demande, tout dépend d'ailleurs de comment vont se comporter les ménages. Si les ménages, par peur du contexte, se mettent à thésauriser fortement, ils vont comprimer cette demande. Cette demande va se trouver comprimée. Également les investissements, et ce qui fait que ça va produire l'effet inverse de ce qui est souhaitable.
À l'inverse, une relance par l'offre, malheureusement pas financer l'offre, mais seulement l'offre. Pourquoi? Parce qu'une relance par l'offre, la conséquence de cette relance, c'est une augmentation des prix. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est à peu près clair. On n'échappera pas à une augmentation des prix. Pourquoi? Pour compenser notamment le manque d'activité qui vient d'être subi par beaucoup d'entreprises, parce que la majeure partie sont vraiment dans une situation où on est en arrêt total de l'activité. Donc, effectivement, aujourd'hui, ce qu'on peut aussi se rendre compte, c'est de la détérioration en fait des chaînes d'approvisionnement. Là aussi, ça va être un souci, et d'où l'importance de bien travailler auprès des tiers, que ce soit les clients, les fournisseurs et les banques, parce que l'approvisionnement aujourd'hui va être rendu difficile parce que les frontières sont fermées déjà par rapport au virus, que les échanges se font difficilement parce que certains secteurs d'activité comme le transport n'est pas aujourd'hui à plein régime. Alors, les actions, comment sortir en fait du confinement pour rebondir? C'est ce qui va vraiment intéresser les entrepreneurs aujourd'hui et les dirigeants d'entreprise. Surtout ne pas subir. Donc, comme on vient de le voir, la capacité de rebond repose vraiment sur un mot, la réactivité. Mais pas que. Parce qu'une crise, c'est toujours en fait un moment de rupture. Ça favorise ou ça oblige à se transformer et à innover. D'ailleurs, on a pu voir dans la presse différents exemples, notamment je pense à Rungis, qui a su en fait développer une plateforme en partenariat. Néanmoins, Rungis, effectivement, ne vendait pas de produits sur une plateforme, un mode SaaS ou PaaS, peu importe, n'avait pas, c'était dire. Et là, aujourd'hui, avec cette plateforme, il peut réunir directement le producteur et le consommateur. Malgré tout, Rungis peut générer du revenu en ayant fermé son marché. Voilà. Donc, la transformation, elle va impacter différents niveaux de l'entreprise. Un premier temps, l'organisation, la production, la stratégie et le business model. Aujourd'hui, on sait que le cash est un élément vraiment indispensable à la survie de la crise, mais effectivement, comment en fait sécuriser ce cash, c'est toute la complexité. Il est important de ne pas rompre la relation de confiance, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec les différents tiers de l'entreprise. Donc, évidemment, ne pas réclamer probablement trop tôt son dû auprès d'un client. La relation client est très importante maintenant et après, surtout au moment de la reprise. Il ne s'agit pas de perdre des clients, tout comme il est important de pouvoir en fait négocier auprès de ses fournisseurs, d'étaler ses dettes, de trouver en fait différentes mesures avec ses fournisseurs, et auprès des banques, c'est la même chose. Alors, quant au business model, comme on vient de le voir, aujourd'hui, il va avoir plusieurs vertus. Il va être regardé précisément par les investisseurs également. Pourquoi? Parce que ça va être une nouvelle donne et aussi une nouvelle mesure. Si les entreprises peuvent prouver que le business model permet de se protéger contre un risque opérationnel, là, pour le coup, les financeurs vont vous suivre plus facilement, vont suivre les entreprises plus facilement. Ça montre également l'attractivité de l'entreprise. Pourquoi? Parce que ça montre aussi sa capacité à réagir, sa capacité à se transformer ou bien sa capacité à diversifier ses sources de revenus. S'il y en a une qui est en panne, entre guillemets, comme on peut le connaître aujourd'hui dans cette situation, eh bien, il y a l'autre qui peut prendre le relais. Aujourd'hui, on a des entreprises qui peuvent afficher ces deux sources de revenus par deux business models différents, voire plusieurs. Celles qui n'en ont qu'un, ça va être beaucoup plus problématique, d'autant plus si c'est un circuit plus ou moins fermé. Voilà. Donc, la réactivité, la confiance, l'organisation, pourquoi? Parce que l'organisation, aujourd'hui, la transformation des entreprises passe par une nouvelle organisation.
on voit que le partage de l'information est très important, mais pour partager des informations, il faut disposer de données et il faut également disposer de technologies. La transformation des métiers, eh bien, c'est pas nouveau, mais je pense qu'aujourd'hui, dans ce contexte, il va s'accélérer. En tout cas, j'ai lu un article sur le PDG d'Air France qui a dit clairement qu'il allait accélérer son plan de transformation. Également, il va également restructurer son entreprise et probablement devoir se séparer d'activités qui n'étaient pas porteuses. La transformation, eh bien, d'un point de vue de la gestion du cash, c'est cette capacité à travailler avec toutes les fonctions, que ce soit le contrôle de gestion, la comptabilité, le credit management, les achats et la trésorerie. Ici, on voit bien, ce sont les deux flux, les deux cycles, les trois cycles du BFR, mais on va actionner beaucoup plus sur le credit management et les achats pour pouvoir justement optimiser et avoir une optimisation du BFR. La culture cash doit être diffusée vraiment le plus largement possible. Et encore une fois, pour diffuser cette culture cash auprès notamment du marketing, des équipes commerciales, de la force de vente, partager cette information, il faut un outil et il faut de la donnée pour pouvoir la traiter. Exactement. Donc, il y aura vraiment une évolution en fait des différentes fonctions et qu'ils aient la même donnée. Oui, oui, tout à fait. Et justement, moi, j'avais une autre question aussi. Par rapport à ça, comment on peut faire en fait pour rendre un flux de trésorerie en fait prévisible, justement? Alors, eh bien, justement, aujourd'hui, c'est l'objet de ce webinaire et de cette complémentarité entre Aston et CreditSafe. La data CreditSafe est complètement intégrée par un système d'API ou d'un lien redirectionnel qui pourrait être rebasculé vers le site CreditSafe. Je rappelle qu'en fait, pour disposer de données, les fournisseurs de données, en fait, livrent leurs données de trois façons. Vous avez un mode fichier, batch, qui peuvent être exploités et intégrés dans les systèmes d'information. Vous avez un mode web service et vous avez un mode, on va dire, de livraison type API. Donc là, aujourd'hui, on est dans ce cadre-là et aujourd'hui, on met en avant une plateforme as a service. Pourquoi? Pour que les dirigeants d'entreprise, les entreprises puissent disposer d'informations, de data d'entreprise et venir justement l'associer à la data qui est détenue par l'entreprise utilisatrice. Chaque entreprise produit de la data et notamment au niveau de la comptabilité. Donc, rapprocher des data d'information et des data de comptabilité donne une vue consolidée et du coup une analyse de risque plus pertinente. Il est important de disposer d'une solution. Pourquoi? Une solution pour piloter d'abord une activité, qu'elle soit tournée pour le credit manager ou voire même pour des acheteurs. Une solution métier est importante pour pouvoir en fait bien réaliser sa mission, mais également pour pouvoir partager ou alors également avoir des niveaux de validation différents. Et puis, cette plateforme, elle permet également d'accéder à des services. Ça, c'est la nouveauté. C'est ce pourquoi on dit qu'on passe du SaaS au PaaS. Nous ne sommes plus dans une solution verticale métier. Nous sommes réellement dans une plateforme de services, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir aller utiliser les services qui sont embarqués dans la plateforme Aston. Accéder à l'assurance crédit, accéder effectivement à des process de recouvrement optimisés et également à du financement. Voilà, puisque la plateforme, il y a un partenariat avec BNP Factor. Le financement étant des sources importantes pour les entreprises aujourd'hui, des sources financières, des ressources financières. Donc, l'importance de la donnée, pour faire un rapide tour d'horizon des KPI qui sont nécessaires pour piloter cette activité. Évidemment, les données CreditSafe ont une clé d'entrée. Pourquoi cette clé d'entrée? Parce qu'elle permet de pouvoir construire des vues consolidées. Et par exemple, dans le cadre d'un acheteur, voire même dans le cadre d'un credit manager, c'est important d'avoir une vue consolidée. Ça permet également d'être force de proposition et d'optimiser des actions. Avec la donnée CreditSafe, vous avez accès à plusieurs indicateurs.
Le premier indicateur, c'est effectivement un indicateur de solvabilité qui va donner une position sur une entreprise, sur un client, sur un fournisseur, sur un partenaire. Vous avez comme autre indicateur la limite de crédit, qui est une limite de crédit conseillée. Bien évidemment, là, comme on l'a vu, il ne s'agit pas de rompre les liens de confiance, il s'agit d'accompagner notamment ses clients. Et donc, du coup, cette limite de crédit peut être appréciée en fonction de chaque utilisateur, en fonction de ses propres conditions générales de vente. Elle donne accès à ce qu'on appelle le comportement de paiement. Oui. C'est une expertise qui est développée par Aston et également par CreditSafe. Aujourd'hui, CreditSafe est capable de scorer l'intégralité des fichiers avec un comportement de paiement. Comment, en fait, les clients, excusez-moi, vous payent, ça, vous le savez dans votre comptabilité. En revanche, comment ils payent les autres fournisseurs, ça, vous ne pouvez pas le savoir. C'est bien ce score de comportement de paiement qu'il le livre. Il permet d'évaluer, effectivement, le comportement global d'un payeur. D'accord. Qui est en dehors en fait, des bilans, en fait, hein, c'est bien ça. Pardon? Qui est en dehors des bilans, justement, ces comportements de paiement. Exactement. D'accord. Voilà, tout à fait. C'est un benchmark et ce qui permet de savoir comment ils payent les autres fournisseurs. Moralité, vous pouvez en déduire quelle est votre position fournisseur et est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous êtes un fournisseur stratégique? Ou est-ce que vous êtes effectivement, ou est-ce qu'il y a un lien de dépendance? Et ça, c'est valable des deux côtés, hein, d'ailleurs. Regardez le comportement de paiement des clients, mais également, quand on interroge une entreprise, c'est regarder comment elle se comporte à l'extérieur. Évidemment, vous avez le DSO, ça va être l'expertise également de la plateforme Aston, qui est de pouvoir mesurer le nombre de jours de délai de paiement et savoir est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de la moyenne nationale, la moyenne par secteur d'activité, puisqu'il y a plusieurs benchmarks possibles. Et puis, on peut tout à fait intégrer dans cette plateforme, comme on l'a dit, plateforme as a service, c'est aussi cette capacité à donner aux utilisateurs également une vision sur un risque, une autre forme de risque, qui est le risque de réputation. Également, dans la plateforme Aston, il sera possible de pouvoir faire un check au niveau des PEP, des sanctions, des médias négatifs, qui sont en fait 3 niveaux d'information qui sont attendus dans le cadre de la loi Sapin. Voilà. En fonction de comment les entreprises s'organisent, si la due diligence doit être faite par un credit manager ou bien un acheteur, il est tout à fait possible d'inclure ce parcours dans cette solution métier, en fait. Okay. Ok, ça va. J'aimerais bien savoir, justement, vous aussi, vous avez des fonctionnalités clés justement qui pourraient aider justement le nombreux participants qui se posent beaucoup de questions. Je vous laisse vous éclairer. Tout à fait. Bah, en fait, si on reprend les éléments qui ont été partagés par Diane, finalement, on se rend compte qu'on est dans un contexte où piloter son cash et le maîtriser est devenu un facteur clé de survie, même pas de succès, mais de survie. On se rend compte que les financeurs, pour accorder ces fameux financements, regardent de plus en plus ce point. Et effectivement, il va y avoir pendant toute cette période-là un rôle essentiel du cash et de la trésorerie. Donc finalement, une entreprise aujourd'hui, elle doit pouvoir être en mesure de relever différents challenges. Elle doit pouvoir être en mesure de démontrer qu'elle a la capacité à maîtriser et à anticiper sa trésorerie. Donc là, on va retrouver cette notion de tableau de bord métier, d'indicateurs métiers qui vont être essentiels et que la plateforme Aston va proposer. L'entreprise, elle va aussi devoir être en mesure de pouvoir analyser le comportement de paiement de ses clients, puisqu'avec cette situation exceptionnelle, il va y avoir des variations, et on l'a vu dans toutes les études récentes, il y a des variations très fortes de comportement de paiement. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de suivre ces comportements de paiement et de les analyser. Comme le disait Diane tout à l'heure, ça permet au travers de ce partenariat entre CreditSafe et Aston, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'avoir d'un côté un scoring prédictif des comportements de paiement basé sur votre donnée, basé sur la façon dont les clients vous payent, vous, donc là fourni par Aston,
mais également une vision globale de marché fournie par CreditSafe. Donc, vous permettre en fait de comparer d'un côté comment est-ce que, tiens, tel client, c'est un bon payeur pour moi, mais sur le marché, la tendance, c'est que ça devient un mauvais payeur. Peut-être qu'il faut que j'anticipe une variation de comportement. Il va falloir également repenser sa relance et son recouvrement, donc être capable de faire évoluer très facilement sa stratégie de relance, et chaque euro de cash va compter. Donc, ça devient essentiel de relancer systématiquement 100% des factures. Aujourd'hui, la première raison d'impayé, la première raison pour laquelle une facture n'est pas payée à échéance, c'est tout simplement que la facture n'a jamais été relancée. Et pourquoi elle n'a pas été relancée? Parce que la plupart du temps, PME ou même ETI n'ont pas les ressources pour relancer toutes les factures de façon systématique, à la fois en pré-relance, à échéance, etc. Et donc, c'est là où l'automatisation intelligente de la relance, qui est proposée par la plateforme Aston, va jouer un rôle très important. De la même façon, pour pouvoir accéder au financement, on a dit qu'il fallait démontrer sa maîtrise de la trésorerie, mais il faut aussi pouvoir lever les barrières techniques et aller beaucoup plus vite. Ce qui est le cas grâce à des connecteurs auprès de facteurs et d'assureurs crédit, mais aussi des ERP standards du marché pour la compta. Donc là, l'objectif, c'est bien de pouvoir vous permettre de maîtriser, d'anticiper votre trésorerie, de maîtriser, d'anticiper le comportement de paiement de vos clients et leur évolution, de pouvoir relancer systématiquement toutes vos factures grâce à de l'automatisation intelligente et de vous faciliter l'accès au financement. Si on regarde plus précisément, pour un chargé de recouvrement, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le matin, quand il arrive, il va pouvoir tout simplement avoir accès, pour faire simple et efficace concernant sa relance, son recouvrement. En fait, il va avoir accès à une to-do list personnalisée et priorisée. Donc, on va retenir que les actions dont il est responsable, que les actions qui nécessitent une intervention humaine, et 80% des actions en moyenne vont être automatisées. Donc ça, nos algorithmes automatisent 80% des actions de recouvrement, et le chargé de recouvrement, le matin, il arrive, il se connecte, il a sa to-do list d'actions qui nécessitent son intervention et uniquement ces actions-là. S'il choisit à ce moment-là de réaliser une action, il va tout simplement atterrir sur une fiche de relance où il va retrouver toutes les informations dont il a besoin pour faire sa relance, que ce soit les coordonnées du client, les pièces jointes qui ont pu être partagées avec ce client concernant le recouvrement, la liste de ses factures, un certain nombre d'indicateurs. Sur les factures, il retrouvera le montant, les dates, le nombre de jours de retard, les règlements partiels, le reste dû. Il pourra télécharger la facture aussi. L'objectif de tout ça, c'est vraiment de pouvoir faire simple et efficace pour le recouvrement. Le chargé de recouvrement n'a pas le temps d'aller chercher l'information dans X sources différentes ou de naviguer dans des écrans d'ERP qui sont souvent assez peu ergonomiques. Là, il retrouve toutes les informations au même endroit. Il va également retrouver tout l'historique des actions de recouvrement, qui a fait quoi et quand, dont la partie, ici on le voit, automatisée. Mais il va aussi retrouver quelles sont les actions qui ont été planifiées pour le futur. C'est aussi au travers de ce type de timeline, comme on appelle ça, qu'on va pouvoir gérer tout le workflow collaboratif, puisqu'on sait bien que le recouvrement, ça n'est pas que la responsabilité d'un chargé de recouvrement, ça implique généralement différents départements. Donc là, on voit par exemple que telle action est en attente, que l'action a été assignée à Étienne Boucher, qui doit appeler Luc Carpentier chez le client, et que ça concerne ces deux factures-là. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir suivre tous les échanges avec un client et d'avoir un circuit simple et efficace pour traiter l'action et collaborer. Il va pouvoir derrière décider de réaliser l'action. Il va pouvoir joindre toutes les pièces attachées qui lui paraissent pertinentes, des images, des bons de commande, des bons de livraison. Et si c'est un appel téléphonique, l'application va lui proposer directement le contact à appeler et ses coordonnées, pourra compléter ses commentaires et son compte-rendu sur l'appel,
où l'application va lui proposer un modèle de courrier ou un modèle d'email adapté à la situation, avec en pièce attachée automatiquement soit un relevé de compte, soit le relevé d'intérêt et de pénalité, soit simplement une ou deux factures. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un modèle qui va être personnalisé avec des champs qui se mettront à jour automatiquement pour avoir une relance aussi précise et juste que possible pour s'assurer et garantir la satisfaction. Justement, ça répond à une question d'un des auditeurs justement qui demandait si c'était possible de personnaliser justement les relances, et je vois qu'on a répondu. En effet, c'est ça. Voilà, tout à fait. On peut parfaitement personnaliser. En fait, vous allez avoir là, vous allez pouvoir ensuite prévenir donc les personnes que l'action est réalisée. Et une fois que les personnes ont été prévenues, tout simplement, vous revenez à votre to-do list pour attaquer l'action suivante. L'objectif, c'est vraiment de gagner en productivité et de gagner en facilité et en simplicité pour le chargé de recouvrement. Et pour répondre à la question de comment on fait ces stratégies et qu'est-ce qu'on peut personnaliser, effectivement, il y a des scénarios et des modèles de courrier, d'email qui sont fournis, prédéfinis dans la plateforme au moment de sa livraison. Mais derrière, ces scénarios de relance et ces modèles de courrier ou d'email sont entièrement personnalisables. Vous pouvez les personnaliser en 2-3 clics. Vous avez besoin de personnes pour le faire, ni de l'IT, ni de nous. C'est très simple. Et vous allez définir votre scénario de relance. Comment récupérez-vous techniquement les informations utiles comme les factures? Très bonne question. Comment on les récupère? En fait, tout simplement, on va récupérer de votre IT et de votre ERP comptable en particulier ces informations-là. Et on peut également récupérer en format numérique les factures et les stocker dans une GED qui est incluse dans l'application. Justement, j'allais répondre à la question. Très bien, très bien, Aymeric. Ensuite, vous allez avoir effectivement, là, on a vu le profil chargé de recouvrement, donc faire simple, efficace. Pour un credit manager ou un patron du recouvrement, va pouvoir aussi vouloir intervenir au niveau du client, en avoir une vision plus globale. Comme le disait tout à l'heure Diane, c'est là qu'on va retrouver un certain nombre d'indicateurs métiers. On va retrouver le scoring calculé par Aston, c'est-à-dire le comportement de paiement de votre client vis-à-vis de vous. C'est là aussi que vous allez pouvoir retrouver les informations Credit Safe, que ce soit les limites de crédit préconisées, que ce soit le comportement de paiement de tel ou tel client, de telle ou telle entreprise sur le marché, etc. Et ici, vous allez retrouver en fait toutes les informations clients, que ce soit le compte client, ses factures, ses règlements partiels ou non, l'évolution de son scoring, etc. Et c'est là aussi que vous allez pouvoir interagir sur les limites de crédit, par exemple. Okay. Du coup, vous allez également, en tant que, par exemple, directeur financier, aller consulter, vous allez pouvoir consulter un certain nombre d'indicateurs, typiquement comme la balance AG, qui seront toujours à jour, en fait. Donc, dès que vous cliquerez, vous aurez la dernière information mise à jour en fonction de votre comptabilité et vous pourrez analyser ces reports à tout niveau de granularité de votre entreprise, que ce soit au niveau société ou au niveau business unit, filiale, portefeuille client, etc. Et on va retrouver en fait tout un tas d'indicateurs métiers de tableaux de bord comme ça, de reports. Donc, on a vu de la balance AG, ça peut être le suivi mensuel du DSO au niveau groupe ou jusqu'au niveau client. Les clients qui présentent le plus de retard. Typiquement, une information importante à partager avec les directions commerciales pour s'assurer qu'on ne continue pas à vendre, ou en tout cas que ce soit sciemment et choisi, qu'on ne continue pas à vendre à un client qui ne paye pas. Et ça, en ce moment, c'est quelque chose qui est essentiel. Vous allez retrouver aussi des informations sur les délais de règlement moyens, sur l'évolution de votre chiffre d'affaires ou sur le niveau de risque de vos portefeuilles clients. Donc là, on voit par exemple qu'on a moins de 50% des clients qui présentent un risque faible. Donc ça veut dire que la majorité des clients ont un risque plutôt modéré, voire élevé.
Ici aussi, toujours important, c'est pour la direction, que ce soit le DAF ou un dirigeant ou un credit manager, on peut vouloir aller plus loin encore et aller vers de l'analyse avancée du pilotage de la performance. Et là, vous allez retrouver en fait des tableaux de bord plus détaillés pour les entreprises qui ont la maturité et la volonté d'aller analyser leur poste client beaucoup plus en détail, avec la capacité à analyser ces différents indicateurs au travers à peu près de n'importe quel critère métier qui ferait du sens pour vous en fonction de votre métier et de votre organisation. L'objectif, c'est vraiment de présenter des tableaux de bord en temps réel qui soient visuels, synthétiques. Un directeur financier avec qui je discutais ce matin l'exprimait bien. Il disait, avec ce type de tableau de bord, je ne suis plus obligé d'argumenter, il me suffit de montrer. Et c'est vrai que ce sont des tableaux de bord qui permettent de parler à tout le monde très facilement. Okay. À retenir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, du coup? Bah, effectivement, la réaction, la réactivité, ça c'est très important. On dit qu'aujourd'hui, les entreprises qui vont subir vont probablement être celles qui vont avoir les plus de difficultés à s'en sortir. S'organiser, s'adapter, c'est surtout également s'équiper comme on vient de le voir, d'une plateforme qui permet de piloter pour pouvoir avoir accès à de l'information, parce que cette information va vous permettre d'analyser, de surtout pouvoir détecter et évaluer des opportunités de marché. On sait tous qu'une crise peut favoriser en fait et donner accès à des opportunités de marché. Communiquer et partager l'information, ça c'est important parce que comme on l'a vu, aujourd'hui le nouvel enjeu va être lié également au business model, c'est-à-dire il va falloir au travers du business model montrer sa capacité qu'on arrive à couvrir un risque opérationnel pour réduire justement le risque de contrepartie. Et puis donc s'équiper, comme on vient de le dire, voilà, d'une plateforme et de données. Ok. Bah, écoutez, du coup, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il faut rendre intelligible l'information dans tous les services en fait de l'entreprise et que chacun puisse justement être sensible à cette data. Du coup, moi je vois qu'il y a pas mal de personnes qui avaient des questions. Je vois pas mal de questions à la fois dans le côté chat et dans le côté questions. J'avais une question, je l'ai vu passer tout à l'heure, quelqu'un qui demandait en fait si Aston était adapté aussi pour les PME. Alors tout à fait. Une bonne partie de nos clients sont des PME, c'est parfaitement adapté aux PME, d'autant plus que les PME sont souvent les premières à souffrir de la trésorerie. On connaît ce chiffre, hein, un quart des faillites de PME sont liées à des problématiques de trésorerie, souvent liées à des impayés d'ailleurs. Et en parallèle, il y a une étude de la Banque de France sur 2018 qui montre que les PME ont perdu 19 milliards d'euros de trésorerie à cause des retards de paiement. Et effectivement, elles sont souvent confrontées à cette situation parce que 90% des PME ne sont pas équipées de solutions telles que CreditSafe ou Aston. Et donc, tout repose sur du manuel. Donc, pas forcément de recouvrement systématique, pas forcément la bonne information au bon moment. Donc, un recouvrement et une gestion de la trésorerie qui est plus difficile pour le dirigeant. Donc, oui, tout à fait, Aston est tout à fait pertinent dans le contexte des PME. Et j'avais une question aussi pour Diane. J'avais vu quelqu'un qui demandait en fait d'où venait en fait chez nous, chez CreditSafe, on appelle ça le DBT score, donc ce sont les comportements de paiement. Et il voulait savoir en fait comment on arrivait à avoir le comportement de paiement en dehors du bilan traditionnel en fait. Alors, en fait, voilà. Donc, nous, on a deux façons d'utiliser en fait ce DBT score. Il est accessible de toute façon et il est livré sur l'intégralité des rapports qui sont édités lorsque l'on veut des informations sur une entreprise. Et également, c'est la capacité pour une entreprise de pouvoir rentrer dans un programme et de façon à ce qu'on puisse lui scorer l'intégralité de son fichier. Et on vient lui identifier son score de comportement de paiement. Donc, au fond,
Nous, on mutualise en fait des expériences de paiement et il nous faut à peu près 3 expériences de paiement communes pour pouvoir définir, et c'est une méthode de calcul qui permet de définir le comportement de paiement que peut avoir une entreprise avec l'intégralité de ses fournisseurs. Tout à fait, tout à fait. Et j'avais une question, mais j'ai vu que Damien Barthélémy avait répondu aussi, c'était par rapport à la réactualisation du scoring. On demandait en fait si le scoring était réactualisé régulièrement, parce que parfois il y a des bilans qui ne sont pas présents, il y a des choses qui ne sont pas présentes. Exactement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de mise à jour, alors dans un premier temps, on est tous en confinement, ça c'est sûr, et même certains fournisseurs. Aujourd'hui, on a des mises à jour qui sont faites au fil de l'eau. En temps normal, on a des mises à jour qui sont à J+1 et en temps réel pour certaines. Donc, en fonction de nos fournisseurs, puisque nous, en fait, on agrège différentes sources de données et qui nous permettent justement de calculer des indicateurs, des scores. Donc, cette mise à jour, pour le moment, elle est présente, hein, je confirme, mais effectivement, elle se fait au fil de l'eau et en fonction des possibilités. Il y aura une mise à jour naturelle qui va être faite au fur et à mesure que les bilans vont être publiés, donc qui seront traités. Évidemment, il y a aussi la notion de bilan confidentiel qui peut rentrer. Nous, sachez qu'en fait, comme on est fournisseur de données, on a accès à cette data, on peut l'exploiter, mais de façon anonymisée. C'est-à-dire qu'en revanche, on n'a pas le droit de commercialiser ou donner accès à cette information. En revanche, elle peut servir à des fins d'études et statistiques et surtout pour évaluer malgré tout le comportement ou bien la note de cette entreprise. En revanche, on ne délivre aucune information financière qui ne serait pas disponible. D'accord. Je vois qu'il y a plusieurs questions. Aymeric, vous avez déjà répondu à une question aussi en groupe, mais dans le chat, ça revient aussi régulièrement. C'est au niveau sur le paramétrage, en fait. Sur combien de jours ça met pour le mettre à jour, comment on met pour implémenter tout ça? Tout à fait. En fait, c'est très simple. En 48 heures, on met à disposition la plateforme pour démarrer le paramétrage métier, au sens scénario de relance, création des utilisateurs, modification ou non des modèles de courrier. Sachant qu'en standard, vous avez déjà des scénarios de relance et des modèles de courrier qui sont livrés déjà faits. Et ensuite, sur la base d'extraction de votre ERP comptable à standard, on va intégrer votre donnée comptable et vos factures dans notre plateforme. Okay. Et je vois aussi qu'il y a des personnes qui aimeraient bien être contactées justement pour avoir des notions de coûts. Je suppose que ça va dépendre aussi de ce que la personne demande, mais je pense qu'on enverra de toute façon à chaque personne en fait dans le chat qui pose des questions, une documentation et on vous contactera aussi, je suppose, pour les détails en fait d'Aston ou de Credit Safe. Il y avait une autre question aussi qui était revenue. C'est, je l'ai vu passer à un moment donné, c'est est-ce qu'Aston en fait aide aussi sur le choix d'un facteur, par exemple? Alors, on a plusieurs partenaires, donc on peut vous accompagner dans ce choix. Et en particulier, BNP Paribas Factor a fait le choix de distribuer Aston, mais nous restons bien sûr je dirais, agnostique. On peut vous présenter un certain nombre de personnes pour vous aider dans votre choix. D'accord. Et de toute façon, j'invite toutes les personnes en fait du chat, s'ils veulent être contactés, de laisser un petit mot et on enverra une doc en fait et on vous recontactera pour plus de détails, parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions non plus, je présume, dans le temps imparti. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et il y avait juste une question, mais je pense qu'on y a répondu. Hein, c'était par rapport à la personnalisation d'Aston. Ça revenait encore hein, sur comment dire, le profilage et la personnalisation en fait des relances. Est-ce que ça n'alourdissait pas le service financier? Est-ce qu'au contraire, est-ce que ça a aidé à aller plus vite? Je ne sais pas si vous pouvez apporter quelque chose. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que en standard, vous avez déjà des scénarios de relance. Donc, si vous ne voulez pas les personnaliser, si vous voulez utiliser les scénarios par défaut, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de tâches et de charges additionnelles pour vous. Si vous voulez les personnaliser, ça peut être fait en 2 ou 3 clics, donc c'est très rapide. Et l'objectif, c'est de décharger votre service financier de toutes les actions transactionnelles. Il n'y a pas de valeur à ce qu'une personne, elle envoie 50 ou 100 mails dans la journée. Ça ne fait pas de sens. Ça peut être fait directement par les algorithmes. Il vaut mieux focaliser l'intervention humaine
sur des tâches à valeur ajoutée pour faire avancer les choses sur des grands comptes ou sur des retards de paiement importants avec de la collaboration avec le service commercial ou directement en appelant certains clients. Donc, non, ça fait gagner du temps, au contraire. Ok. Et il y avait une question pour Diane aussi. C'était au sujet des bilans confidentiels. Il y a des personnes qui disent qu'ils ont du mal à lire en fait ces bilans confidentiels. Moi, je peux apporter une réponse aussi. Hein. C'était le scoring se base bien en fait même sur les bilans confidentiels que l'on a reçus ou sur les bilans que les entreprises nous donnent pour scorer les entreprises justement, parce qu'il y a des personnes qui aimeraient lire les bilans. Mais je suppose que légalement, quand un bilan est confidentiel, si c'est confidentiel, c'est confidentiel. On ne peut pas le publier malheureusement, Caroline. Mais nous évaluons en fait le scoring par rapport aussi au bilan que nous recevons. Je ne sais pas si vous pouvez apporter, Diane. C'est certain, oui. C'est sûr. Je ne sais pas si vous avez vu d'autres questions auxquelles vous voulez répondre aussi. Je n'ai pas trop vu dans le fil. En fait, moi, ce que je voulais dire, en fait, si on pouvait juste synthétiser dans le sens où ce dont ont besoin, je pense aujourd'hui nos dirigeants, enfin les dirigeants d'entreprise, c'est clairement, et si j'avais vraiment une recommandation, c'est de ne pas occulter l'importance de la donnée et d'avoir accès à de l'information. L'information va devenir et devient complémentaire des actions et aussi donc du coup d'être équipé d'une solution et d'avoir accès à des services. C'est vraiment les 3 éléments importants aujourd'hui qui vont pouvoir aider les entreprises à redémarrer, à sécuriser le plan de reprise, l'information, accès à une solution pour leur permettre justement de se concentrer sur l'activité de l'entreprise versus la gestion. Pour certaines tailles d'entreprise, la gestion, on rappelle que c'est pas forcément une activité qu'ils maîtrisent, et encore moins dans cette période qui est même pas que troublante, elle est dramatique, on va dire. Et donc l'information joue son rôle, associée à des services. C'est tout un tas d'éléments qui peuvent aider quand même à reprendre l'activité et surtout à sécuriser le plan de reprise. D'accord. Écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour. Il y a des personnes qui ont demandé d'être contactées. On les contactera en temps et en heure. Je tenais à vous remercier tous en fait aussi d'avoir participé à ce webinaire. Je ne sais pas si Émeric ou Diane, vous avez encore un mot à rajouter. Pour moi, je finirais vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel de bien se rendre compte que la gestion du poste client et du cash, déjà avant, c'était une évidence, mais là, ça devient un critère de survie. Et tout le monde s'accorde à dire que pour piloter intelligemment son cash client, il est indispensable d'avoir les bonnes données, d'où le partenariat CreditSafe et Aston, et d'avoir les outils qui permettent de faire ça de façon simple et productive pour augmenter sa trésorerie, réduire ses coûts et avancer de façon, je dirais, la plus pertinente possible. Exactement. Écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions en fait, de chaque personne. Moi, de mon côté, je vous remercie tous. Je pense qu'on aura du travail parce qu'il y a plusieurs questions aussi qui demandent plus d'approfondissement et on sera ravis de répondre à toutes les questions. Écoutez, je pense qu'on approche de la fin. Passez une excellente journée. Merci, à vous aussi. Merci et prenez soin des vôtres. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.